Hello, hello. Bonjour tout le monde. J'espère que vous nous voyez dans ce live. Si vous nous regardez dans le live, dites-nous où vous êtes, d'où vous nous regardez. Donc, on va commencer dans une petite seconde quand je suis sûre que tout se passe bien. Voilà. Voilà, ben moi je suis Francine Belley, digital strategist et spécialisée donc dans le personal branding et le corporate branding. Je suis également auteur du livre Personal Branding in the Digital Age, How to Become a Known Expert, Thrive and Make a Difference in a Connected World. Je suis également podcasteur, donc j'ai un podcast qui s'appelle Meaningful Work, Meaningful Life Podcast que vous pouvez retrouver sur iTunes et Apple Podcast et tous les autres podcasts que vous écoutez. Et également, je suis business mentor. Je suis basée à Londres où je suis aujourd'hui en train de diffuser cette LinkedIn Live. Et je suis fondatrice du cabinet Nucleus of Change, également basé à Londres. Donc, dites-moi d'où vous nous rejoignez parce que là, je suis en live et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Alexandre Marotel. Alexandre Marotel qui est là avec nous. Salut Francine, ça va? Ouais, ça va super bien. Ben, écoutez, Alexandre Marotel est CEO de Tweno. C'est une SEO agency, mais pas n'importe laquelle, pas n'importe laquelle de SEO agency, parce que eux, c'est les jardiniers du SEO. Hein? Il va nous expliquer ça tout à l'heure parce que les consultants SEO en général sont considérés comme chez eux comme des jardiniers du web. Et j'adore cette métaphore-là parce qu'en général, le SEO, c'est toujours très sérieux, très tech, etc. Et on en parlait d'ailleurs tout à l'heure. Donc, il va partager avec nous son expérience du personal branding et du SEO pour développer son entreprise. Et Alexandre, dis-nous alors, pourquoi est-ce que ça s'appelle les jardiniers du SEO, ton agence? Tout d'abord, merci Francine de m'accueillir pour ton live. C'est une grande première pour moi sur LinkedIn. Donc écoute, c'est super sympa. Alors pourquoi jardinier? En fait, c'est vrai que quand j'ai créé Tweno, qui est une agence qui est assez récente, ça fait 1 an maintenant. Et bien finalement, j'avais envie de prendre justement un peu un angle différent. Il faut se rendre évident, c'est vrai que la plupart du temps, finalement, avec les agences SEO, eh bien, la communication est assez similaire. On a beaucoup de fusées, on a beaucoup d'éléments un peu technologiques. Et en fait, je trouve que moi, ça m'ennuyait énormément. Et en fait, je me suis dit, tiens, je vais essayer de prendre un angle différent. Et d'autant plus que c'est vrai que moi, à chaque fois, mon expérience propre, en fait, du référencement naturel et même du web en général, finalement, je pense que l'un des éléments ou des attributs qui est propre à ce domaine, c'est qu'il faut être vraiment patient et régulier dans son travail. Et quoi de mieux qu'un jardinier pour pouvoir illustrer tout ça. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de prendre cet angle. D'autant plus que voilà, moi, mon activité, c'est de faire du référencement naturel ou organique. Donc voilà, j'avais envie de jouer aussi sur cet aspect organique, donc vert, green, qui est rafraîchissant, en tout cas, je l'espère. Ah ben c'est génial, c'est super sympa parce que en fait là tu vas vraiment partager avec nous comme tu dis sans langue de bois ton expérience et comment justement tu as utilisé le personal branding et le SEO qui est donc ton expertise dans ce live et c'est vraiment je suis vraiment heureuse de t'accueillir. On s'est rencontrés donc aux Impériales, ça fait déjà un moment en février et lors de nos keynotes et j'avais déjà adoré ta présentation donc à l'époque, vraiment rafraîchissante donc sur le SEO et les chiffres donc que tu nous as montrés à l'époque. Et je suis vraiment heureuse de partager ça justement ici sur ce live et que tu sois justement live avec nous. Donc, si vous nous rejoignez en live, dites-nous donc où vous êtes, posez vos questions. Je vais regarder ça tout à l'heure. Posez vos questions pour que Alexandre y répondent. Voilà. Donc, pour vous situer un petit peu, je vais
sharer mon screen. Non, je vais partager mon screen. Je vais partager mon screen. Voilà, donc mon écran en fait. Donc aujourd'hui, donc le thème, hein, c'est le personal branding et SEO pour développer son entreprise. Mais avant d'en arriver là, donc je vais vous dire moi pourquoi je suis là, parce que ma mission en fait, c'est d'équiper les entrepreneurs et les professionnels afin de se positionner comme des leaders dans leur domaine. Et grâce au personal branding et d'avoir un impact positif dans leur communauté. Donc, souvent, quand on parle du personal branding, il y a des fois des mauvaises interprétations, des misconceptions, comme j'appelle. Et en général, il y a plein d'idées reçues en général que les gens ont quand on parle de personal branding. Et en fait, moi, je vais vous dire, en fait, ma définition du personal branding. Qu'est-ce que le personal branding? Mais avant de vous dire ce que c'est le personal branding, vous allez le voir sur mes précédentes LinkedIn Live. Là, je vous fais un bref aperçu. Je vous dis d'abord ce que ce n'est pas. Donc, ce n'est pas de l'autopromotion, comme on va le voir tout à l'heure. Hein. Ce n'est pas se vanter. Ce n'est pas être quelqu'un qu'on n'est pas, ce n'est pas être vain et ce n'est pas poster des selfies sur les réseaux sociaux. Et alors, qu'est-ce que c'est alors? Donc, le personal branding pour moi, c'est un processus. Ce n'est pas un event qu'on fait aujourd'hui et demain c'est fini. C'est un processus qui est continuel, qui consiste donc à communiquer qui vous êtes, vos valeurs, vos missions et pourquoi c'est important. Pourquoi c'est important pour les autres dans le but d'impacter donc les autres, que ce soit votre communauté, vos clients, vos stakeholders, etc. pour ceux qui constituent votre audience. Et en fait, il y a 3 aspects donc dans le personal branding. D'abord, identifier qui on est, et nos valeurs, etc., notre vision et tout ça. Ensuite, articuler. Et ensuite, le troisième aspect, donc, c'est communiquer. Donc, voilà, donc, le personal branding, donc, la définition pour qu'on se mette sur une base pour continuer. Et maintenant, je vais vous présenter également très rapidement, vraiment rapidement, la méthode que j'ai développée, la méthode Yannick. Yannick, c'est pas c'est pas un chanteur ou un tennisman. Ce n'est pas un chanteur, ce n'est pas non plus un joueur de tennis. C'est une méthode en 7 étapes. Donc, c'est les acronymes en fait de la méthode en 7 étapes que vous voyez donc présentées à l'écran. L'étape number 1, know yourself, connais-toi toi-même. Et connais ton entreprise. 2, master your expertise, connais ton expertise. 3, know your audience, connais ton audience. 4, lead your niche, c'est-à-dire domine ta niche ou ton segment sur lequel tu es. 5, control your image. Et ça, Alexandre est vraiment pro dans la matière et on va le voir tout à l'heure, vraiment control your image aussi. Donc, j'adore ces visuels. Donc, le 6, c'est connect with empathy. Donc, connecter with empathy. J'insiste bien sur empathy. Ce n'est pas authenticity, mais c'est empathy, c'est-à-dire communiquer de façon à impacter positivement les autres. Parce qu'une communication qui est authentique, mais pas empathique, je pense que en tant que leader, aujourd'hui, on a besoin de leaders qui communiquent avec empathie plutôt qu'avec authenticité. Hein? Tu es d'accord avec moi? Ouais, je me souviens, on a vu la discussion justement là, pendant la conférence au Maroc. Et effectivement, c'est toi qui m'as convaincu en fait sur ce terme parce qu'effectivement moi je me définissais plutôt comme authentique et en fait tu as dégommé ce concept en me disant que Trump était très authentique aussi et là depuis maintenant je sais que je suis empathique. Voilà, on peut être authentique et ne pas servir les autres et donc ça n'avance personne. Donc c'est pour ça que j'ai changé donc authenticité en empathie parce que empathie c'est très très important et surtout à l'heure où on est actuellement, à l'heure du Covid où les gens ont besoin d'être rassurés, les gens ont besoin de comprendre où ils vont et l'empathie c'est très 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 important. Et ensuite le pillar number 7, build your community. La communauté c'est très importante aussi, on va le voir tout à l'heure dans les cas que nous présentera donc Alexandre. Donc voilà très brièvement, donc c'est tiré donc du livre Personal Branding in the Digital Age, donc que vous retrouverez sur Amazon, iTunes, Audible, etc. Vous tapez juste le nom et ça sortira.
Voilà, donc c'est la méthode que je développe et tout au long donc de notre présentation tout à l'heure, vous allez peut-être m'entendre me dire oui, ben, ça c'est le pilier number one, ça c'est le pilier number two, etc. Donc ça sera super interactif. Et donc voilà, donc pour également commencer. Ici, j'ai vraiment détaillé en fait un personal branding checklist en fait par rapport justement à cet pilier que vous pouvez toujours retrouver aussi sur mon website francinebelei.com/checklist en fait où j'ai détaillé quelques questions pour chaque pilier en fait pour savoir où est-ce que vous vous situez. Donc ça peut être très fun en fait pour vous de savoir donc dans les 7 piliers là où peut-être il faut que vous développez le plus votre focus. Donc voilà, donc maintenant, our guest of the day, Alexandre. Alexandre donc va nous présenter donc ces slides qu'il a préparés. Vous allez voir, c'est une présentation qui est super authentique et qui est va justement authentique ou empathique alors du coup qui est authentique mais très empathique, voilà, et qui va justement vous présenter voilà comment il a utilisé le personal branding et le SEO, surtout Search Engine Optimization. On dit SEO en français ou quoi? Il y a quoi? Oui. Ah, tout dépend, mais c'est vrai que la plupart du temps, alors, on peut dire SEO, oui, c'est sûr, ça dépend vraiment, on essaye, c'est un peu franchouillard de dire SEO. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de contenu finalement qui est anglophone, qui fait un peu référence. Par conséquent, moi, par exemple, j'ai tendance à dire SEO plutôt que SEO. Après, ça, c'est un peu chacun à sa sauce, en fait. Voilà, donc SEO. Donc voilà, donc les slides donc d'Alexandre et qu'il va nous présenter très attentivement. Et puis, ben, écoutez, si vous avez des questions tout au long donc de cette présentation, n'hésitez pas parce que je vais regarder le chat tout à l'heure. Et puis donc, on va répondre à vos questions. Allez, à toi, Alexandre. Ouais, c'est à moi. Ok. Alors bon, la présentation que je vais vous faire aujourd'hui, donc ça va être sur le personal branding et le SEO, donc pour développer son entreprise. Allô, tu m'entends bien? Oui, je t'entends, sorry. J'avais j'avais commencé à regarder mon portable pour regarder les questions. Vas-y. D'accord, ok, pas de souci. Donc, alors, d'abord, je me présente. Donc, moi, je m'appelle Alexandre Marotel. Je suis donc fondateur de Tweno, qui est donc une agence de référencement naturel qui est normalement, alors je suis basé à Paris normalement, mais bon, avec le confinement, je me suis éloigné de la capitale. Ben oui, tu te trouves où actuellement? J'ai migré en Bourgogne, donc dans ma famille. Je suis parti au tout début, justement, avant que le confinement soit mis en place. Donc, ça me permet d'être au vert et avec un peu plus d'espace, puisque c'est vrai qu'à Paris, c'est un peu plus compliqué, bien évidemment. Donc, bon. Écoute, ça va très bien en plus avec ton agence. Tu pourras être au vert pour mieux la développer, en fait. Mais complètement, mais en plus, là, les jardins sont en fleurs, etc. Donc, c'est vraiment la bonne saison pour le coup. Ah, super. L'autre manière dont j'aime me définir aussi, c'est que j'aime bien dire que je suis un créateur de contenu. Donc, ça prend plusieurs formes. À la fois donc forme de blog. Donc, j'ai mon propre blog sur mon site d'agence. Donc, aujourd'hui, il y a une centaine d'articles dessus. Globalement, c'est avant tout des articles sur le SEO. Il y a aussi un peu de contenu sur l'entrepreneuriat, un peu le marketing également. Mais on va dire que la plus grande majorité de mon contenu, c'est sur le SEO. J'ai eu également l'occasion de publier sur plusieurs médias, disons, ou blogs de référence comme SEMrush, JDN, Web Marketing et Com. Autre point, j'ai une chaîne YouTube et j'essaie d'être présent, alors un peu moins en ce moment, mais normalement je suis assez présent sur LinkedIn et voilà. Donc ça c'est le tour d'horizon, disons, de moi. Ouais. Alors, premier truc effectivement que je souhaiterais dire, c'est un peu une banalité de le dire comme ça, mais disons qu'on peut être tous d'accord sur le fait qu'il y a de plus en plus de compétition sur les moteurs de recherche, notamment sur Google. Est-ce que tu peux définir c'est quoi SERP? Alors une SERP, en fait, de manière, si on simplifie la chose, c'est lorsque tu fais une requête dans Google, tu as différentes pages de réponses qui vont être affichées. Et ben, en fait, c'est ça. En fait, une SERP, c'est simplement ça. Donc, une autre manière de le dire, raccourci, disons. En anglais, c'est quoi le SERP? C'est Search Engine Result Page. Ok, d'accord. Donc voilà, c'est les résultats de page en fait. Ok, d'accord. Donc voilà. Et donc, alors globalement, il y a de plus en plus de compétition, donc bien évidemment, c'est de plus en plus difficile
d'obtenir une pole position dans le top 3 au moins des réponses de Google. Et en fait, ce que j'aimerais montrer aujourd'hui, notamment avec cette présentation, c'est que l'un des leviers, alors c'est pas le seul, hein, mais l'un des leviers qui peut être intéressant justement pour pouvoir sortir un peu du lot et de se réussir à se différencier, eh bien, ça va être deux aspects, à la fois le branding, disons, classique, et aussi le personal branding. Donc, le branding classique, on va dire que pour moi, c'est du branding plutôt corporate, disons, grand groupe, en fait. Hein. Alors que le personal branding, c'est exactement comme tu l'as défini auparavant, c'est une personne qui va s'adresser à une audience de manière empathique ou authentique. Yeah, ok. Il y a une question de Valérie. Valérie Pirot dit, Alexandre, raconte-nous le début de ton aventure d'entrepreneur. Quelles ont été tes premières réussites et les plus grosses galères? Ouais. Merci Valérie pour ta question. Alors effectivement, alors moi je vais pas du tout me mettre en mode rockstar. Quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, en fait l'entrepreneuriat pour moi c'était une somme de grands échecs au départ. J'ai échoué avec beaucoup de régularité au début, alors pas avec Tweno, hein, avec. J'adore ça. Tu as échoué avec beaucoup de régularité. Ouais, mais c'est le cas. Tu sais, ça n'a pas été très facile au début parce que justement, quand on lance un projet. Moi, mon premier projet d'entreprise, ça s'appelait Pixie. C'était une application qui avait pour objectif de réduire le gaspillage alimentaire. Et en fait, c'était une idée qui était une bonne idée. D'ailleurs, je pense que ça a continué à être encore aujourd'hui, une très bonne idée. Mais en fait, il faut se rendre à l'évidence. En fait, j'ai pas exécuté les choses comme il fallait. Moi, j'ai auparavant fait des études en école de commerce. J'ai un parcours en grand groupe au départ. Hein, donc, d'ailleurs, du côté de la finance. Donc voilà, assez éloigné de ce qu'il faut potentiellement pour être armé correctement pour faire de l'entrepreneuriat, à mon sens en tout cas. Et donc voilà, les débuts ont été un peu compliqués, disons, mais ça a permis de capitaliser, de comprendre de nouvelles choses, de progresser. Et petit à petit, voilà, j'ai appris à faire plein de choses en fait moi-même en fait. Donc la création du contenu, la création des sites, la création des images, etc. Et bien sûr, je suis monté en puissance sur le SEO en autodidacte au début. Donc, je me suis vraiment formé par moi-même avec du contenu majoritairement anglophone, américain la plupart du temps, et en faisant du test en fait, en testant sur mes propres sites, et en surenchérissant sans arrêt, et en commençant à avoir justement de l'attraction. Et ça, je pense que c'est important parce que au final, alors dans le domaine du SEO globalement, il y a aujourd'hui des formations qui sont en place avec des diplômes, etc. Mais il y a aussi beaucoup de gens globalement qui sont formés justement au fil du temps et au fil de l'eau. Et je pense qu'effectivement, finalement, c'est une bonne manière de faire. Parce que quand on a un site, quand on teste et quand on apprend au fil de ses erreurs potentiellement, eh bien ça permet d'accélérer à mon sens beaucoup plus vite. Plutôt que, je pense qu'en SEO il faut essayer d'être pragmatique en fait. Et ça c'est un point qui est hyper important. Et plutôt que, moi j'ai toujours tendance à essayer de m'éloigner des grandes théories. Il y a une chanson de Goldman comme ça, c'est loin des grands, c'est comment? Loin des beaux discours, loin des grandes théories, etc. Effectivement, je crois que c'est important d'être éloigné de tout ça pour essayer de devenir quelqu'un de pragmatique, de faire des choses, voir les résultats. Si ça fonctionne, on continue. Si ça fonctionne pas, on arrête. Et donc, ou en tout cas, on essaie de trouver une autre manière pour que ça fonctionne, disons. Donc, voilà. Super. Eh ben, écoute, Valérie demande, est-ce que ta casquette fait partie de ton personal branding également? C'est la même question que je t'ai demandé quand on s'est retrouvé au Maroc. Et d'ailleurs, dans l'un de mes workshops, j'en ai parlé aussi sur le visual branding, le pilier number 5, justement, de la méthode Yannick. Tu peux en parler rapidement? Ouais. Effectivement, alors c'est vrai que ce qui est marrant, c'est quand j'ai commencé Tweno au tout début, d'ailleurs, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai filmé l'ensemble de mon parcours depuis le début. Donc, si vous voulez voir vraiment une entreprise qui se crée, entre guillemets, un peu de A à Z, c'est le cas sur ma chaîne YouTube. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à enregistrer mes vidéos avec Tweno, je savais même pas que l'entreprise allait s'appeler Tweno. En fait, je savais que j'allais construire une agence SEO. Après, sur les modalités exactes, ça s'est vraiment fait finalement un peu au fil de l'eau, en fait. Et donc, typiquement, si vous regardez ces vidéos-là, les premiers enregistrements, même beaucoup, il y a peut-être une cinquantaine d'enregistrements que j'ai pu publier sur YouTube, j'ai pas ma casquette à l'époque. Donc voilà, ça s'est construit aussi au fil du temps. Et en fait, moi j'aime bien aussi essayer de prendre il
il y a toujours un peu des références. Tu vois, moi, en ce moment, je suis en train de creuser une œuvre qui s'appelle l'épopée de Gilgamesh. Et en fait, c'est un écrit qui a été fait à moins 4000 ans de notre ère, donc moins 2000 avant Jésus-Christ. Ouais. Et en fait, c'est justement, c'est une histoire, en fait, c'est une épopée. Et en fait, je crois que le personal branding, il y a de ça aussi, c'est la capacité justement à raconter une histoire. Ouais. C'est pas intéressant, en fait, quand tu arrives, tu te dis, bon, voilà, je suis le roi du pétrole, je gagne bien, je gagne beaucoup d'argent, etc. Bon, pourquoi pas, tant mieux pour la personne. Mais ce qui est intéressant, potentiellement, c'est de voir quelque chose qui est en démarrage et qui va, soit potentiellement, moi, je fais pas de plan sur la comète, hein, c'est possible que je me plante complètement dans les prochaines semaines, prochains mois, mais peu importe. L'idée, c'est vraiment de raconter une aventure, raconter une histoire, en fait. Et je crois beaucoup, justement, aux épopées, je crois beaucoup aux odyssées, je crois beaucoup aux aventures de manière générale. Et c'est pour ça que j'ai essayé de le faire. Alors, clairement, moi, ça me met à risque aussi, hein, de faire ça, parce que je peux potentiellement prendre le risque de passer pour un clown régulièrement par rapport à des choses, mais peu importe. Je pense que c'est important d'essayer d'être transparent par rapport à ça. Ouais, et surtout très transparent par rapport à ce qui toi qui te touche. Donc ça va attirer l'audience, voilà, qui résonne justement avec tes valeurs et puis avec justement ce que tu dis. Effectivement, le storytelling dans le pilier 6 que je développe dans la méthode Yannick, j'en parle de long en large et comment justement créer son bank of stories. C'est très important en tant qu'entrepreneur, en tant que professionnel, de développer justement des stories. Et il y a des méthodes pour le faire très simples, en utilisant justement des métaphores ou des symboles, des choses qui nous touchent en fait très clairement. Bah, tu vois, par exemple, ma présentation va du coup être complètement décousue, mais c'est pas grave, j'assume. Dans l'une des parties de ma présentation, effectivement, tu vois, je fais référence à deux choses. Là, je fais référence donc à Forrest Gump à gauche et à droite à Cyrano de Bergerac. Et en fait, c'est vrai que c'est des personnages qui sont assez antinomiques, hein, parce qu'il y a d'un côté l'idiot du village et de l'autre côté le courage de Cyrano et son panache. Mais en fait, j'aime bien moi essayer de m'inspirer aussi de prendre certains personnages qui sont justement de l'ordre soit du cinéma, soit de la littérature, soit même potentiellement de la philosophie d'ailleurs. Et j'aime bien faire une sorte de mix, justement, pour alimenter, ça c'est une autre partie que je voulais présenter, au niveau des valeurs. Bien sûr, les valeurs. Je pense que c'est important, tu vois, justement, l'une peut-être des extensions que je ferais peut-être par rapport au branding classique et le personal branding, c'est que là, voilà, par exemple, moi, quand je m'exprime, je parle de mes propres valeurs, en fait. Alors, mes propres valeurs, par extension, entre guillemets, c'est aussi celle de ma startup, parce que actuellement, bon, voilà, je suis tout seul dedans, donc forcément, c'est un peu, ça va de soi, en fait. Bien sûr. Mais je pense qu'il y a possibilité, justement, d'essayer d'échanger, de partager, et je crois surtout que c'est tellement plus puissant, en fait, quand c'est une personne qui s'adresse à une autre personne. Une grosse entreprise, ça parle potentiellement, moi, par exemple, ça me parle assez peu, en fait, même si les messages, même si les communications sont intéressantes. En tout cas, il faut être ultra doué en branding pour justement réussir à créer un vrai lien de proximité, de confiance avec son audience, alors qu'avec le personal branding, c'est quelque chose qui est beaucoup plus faisable, d'après moi, en tout cas. Ouais, et pour en revenir à ce que tu dis, les valeurs, en fait, en tant que fondateur, les premières valeurs sont celles du fondateur. Même quand on prend de grandes entreprises comme celle d'Apple, Steve Jobs, je pense que les valeurs qui régissent même la compagnie sont les valeurs du personnage de l'époque, en fait. Elles viennent de lui, ensuite elles évoluent d'une certaine façon, mais les fondamentaux, en fait, restent. Donc, c'est pour ça que le pilier number one, le pilier 1, justement, de la méthode Yannick du personal branding, c'est vraiment de définir ses valeurs avant même de commencer, parce que sans ces valeurs, on ne sait pas communiquer, on ne peut pas communiquer de façon consistante. Il faut vraiment avoir défini ses valeurs, sa vision avant même de commencer, et ça c'est très très important. Je ne saurais vraiment répéter ça très 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 clairement, identifier ses valeurs au départ. Ensuite, ça permet d'attirer les bonnes personnes, que ce soit en recrutement, que ce soit les bons clients. On sait où on va avec ces valeurs, en fait. Moi, je suis d'accord. Après, c'est que tu vois, c'est quelque chose, finalement, parce que quand on dit valeur comme ça, c'est quelque chose qui peut paraître pas forcément facile à faire. Tu vois. Et en fait, je pense que pour moi, c'est quelque chose que j'ai cultivé, en fait, depuis très longtemps. Bon, par exemple, moi, je me suis abreuvé pendant des années de philosophie. D'ailleurs,
là, je suis, tu vois, voilà, c'est pas le moment pour me la péter, mais tu vois, juste à côté, là, j'ai des bouquins de référence. Ah bah, tiens, justement, tu vois, tu parlais de connais-toi toi-même. Tu vois, Yes. regarde, là, il y a de quoi faire ici. Et c'est vrai que je pense que pour moi, c'était important parce qu'effectivement, bah, la philosophie, c'est ce qui permet de bien se comprendre, de faire des choix potentiellement, alors plus ou moins dogmatiques à certains moments, mais en tout cas faire des choix sur des orientations de vie. Et une fois que c'est clair, alors, c'est jamais clair complètement de A à Z, hein, parce qu'on est sans arrêt en construction, bien On évidemment. itère en fait, bien sûr. Et puis on Bien change, sûr, on évolue avec le temps aussi. On peut avoir de nouvelles valeurs. C'est pas fixe, c'est pas figé en fait. exactement. Et donc, au final, voilà, ça grandit. Moi, par exemple, quand je me prends, bien sûr, adolescent ou même jeune homme, entre guillemets, avec certaines idées que je pouvais avoir et aujourd'hui, bah, bien sûr, alors je dis pas que j'ai plus raison aujourd'hui, hein, clairement pas, mais disons que bien sûr, il y a pas mal de choses qui ont évolué, des choses sur lesquelles j'ai pu potentiellement aussi m'adoucir, des concepts qui étaient très, comment dire, fermes dans mon esprit à un moment donné et qui ne le sont nettement moins aujourd'hui, en fait. Donc, je pense qu'effectivement, c'est important d'essayer de se connaître parce qu'effectivement, par la suite, c'est ce qui facilite la communication et surtout, ça évite de tergiverser en fait sur par la suite la manière dont on s'adresse à une audience. Et Valérie qui commente, et dis-moi, c'est Spider-Man, le roi de la toile du web, gentil sauveur des méchants et généreux. Ouais, bah, pourquoi pas, effectivement. Mais après, Spider-Man, c'est vrai que c'était un sacré héros pour une grande partie de la génération, justement, notamment cette génération peut-être un peu geek, justement, qui se reconnaissait dans bah, un peu l'intello, qui, justement, bah, par la suite pouvait sauver les gens. C'est, ouais. Spider-Man, ça fait partie des héros, justement, effectivement, qui ont vraiment inspiré pas mal de personnes. Ouais. D'accord. Et on demande, Valérie également demande, quel est le nom de ta chaîne YouTube? On va mettre les liens à la fin, ouais. Ouais, ben, C'est quoi? Il a un nom, Tweno, en fait. ta chaîne, c'est quoi? C'est Tweno, le nom de mon agence, D'accord, voilà. TWINO. OK. Après, effectivement, il faut que j'optimise ça parce que c'est vrai que c'est pas optimisé parfaitement. Il faudrait que j'optimise ça aussi avec mon prénom et mon nom. Comme ça, mais Ouais, c'est pas ouais, fait oui. actuellement. Effectivement, moi, c'est ce que je recommande aux gens souvent quand je parle de la pyramide de personal branding. Il faut avoir ton nom et ton prénom. J'en ai parlé d'ailleurs dans mon live jeudi dernier. Ouais, Pour ceux qui n'ont pas écouté, je parlais de digital assets. Donc, on va en parler aussi là tout à l'heure du blog par exemple et comment tu l'as développé et je ouais, présentais vraiment toutes sortes de digital assets qu'on peut avoir et le tout premier c'est son website ou même il faut qu'on puisse te trouver avec ton nom. Je dis ouais, ton nom.com, donc ouais. alexandremarotel.com, francinebellé.com. Ça, c'est important parce que en général, quand tu rencontres quelqu'un, tu lui dis, ben voilà, mon nom c'est Alexandre Marotel. Donc quand il parle, il dit, ouais, mais j'ai oublié son nom, mais je me souviens de comment il Ouais, s'appelle. Et ouais. c'est la première des choses qu'il va chercher dans Google. Donc Bah, tu pour vois, regarde, par exemple, moi là, sur la ouais. présentation, alors ouais, c'est complètement décousu, mais c'est pas grave parce que c'est mieux comme ça se fait au fil de l'eau. Mais tu vois, Oui, par exemple, moi, sur mon propre site, effectivement, là, ce qu'indique, ça, c'est les informations qui viennent de Google Search Console. c'est Et en fait, ça. c'est aussi pour attester, montrer que bah, le personal branding, c'est vraiment efficace. Et par exemple, tu vois, ici, là, alors, c'est au cours des 3 derniers mois, il y a 69 personnes qui ont vu Alexandre, là, le site de Tweno en tapant Alexandre Marotel, et il y en a 16 qui sont venus sur mon site en tapant mon prénom et mon nom, ils ont abouti directement sur mon site web. Alors attention, moi je suis pas Madonna, hein, donc forcément, j'ai pas de, je suis pas ultra populaire. Mais ce que je veux dire, c'est que même quand on n'est pas forcément ultra populaire comme moi, et bien simplement en utilisant son prénom et son nom Ouais. comme des mots clés en fait, Ouais. justement, c'est ce qui peut permettre d'obtenir eh bien de l'attraction sur son propre site. Mhm. Mhm. Tu as tout à fait raison. Oui, vas-y. Donc, donc voilà. Alors je sais pas comment. Est-ce que je reprends? Je vais reprendre. Attends, je vais reprendre Ouais, du donc tu début. reprends ben, là où tu Ouais. sens que ça. Voilà. Donc, Alors donc la pareil, différence. branding. Alors en fait, l'une des manières effectivement au niveau du branding, moi ce que j'aime bien, il y a un concept qui est important pour Google aujourd'hui qui s'appelle l'EAT. Pourquoi est-ce que je parle de EAT tout de suite maintenant? Parce qu'en fait, pour moi, l'EAT, c'est une manière, c'est le branding pour Google, on va dire. L'EAT, ça veut dire Expertise, Authority and Trust. Et en fait, l'objectif pour Google aujourd'hui, bah, c'est justement que bah, les sites web qui soient découverts sur la toile soient faits par des experts, avec des gens qui ont de l'autorité et qui créent de la confiance autour d'eux.
Et en fait, moi, quand je fais, par exemple, des campagnes SEO avec mes clients, c'est exactement aussi également vers quoi je tends. Parce que finalement, c'est quelque chose qui est absolument capital aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que le web où on pouvait se cacher derrière son site web sans potentiellement montrer sa tête, etc. Je pense aujourd'hui, clairement, c'est quand même beaucoup plus difficile, voire pratiquement impossible, en fait. On est tout à fait d'accord. Un site, ça s'incarne, en fait. Tu vois, il faut être présent. Moi, par exemple, si tu vas sur le site de Tweno, eh bien, tu as une vidéo de moi qui est en train de dire, voilà, Tweno, c'est une agence SEO, depuis YouTube, en fait. Et donc, je me présente. Moi, par exemple, personnellement, je ne me considère pas forcément comme quelqu'un qui a un canon de beauté, loin de là. Pour autant, c'est absolument capital, qu'on soit beau ou pas, qu'on soit brillant ou pas. Je ne me considère pas comme brillant, entre parenthèses. Mais c'est important, tu vois, de vraiment essayer de matérialiser son activité, matérialiser son business, incarner tout ça, en fait. C'est absolument capital. Ouais, là, tu as tout à fait raison, Alexandre, parce que justement, dans mes workshops, souvent, on me pose la question, beaucoup de business owners, en fait, qui ont des business, me disent, ouais. Moi, j'ai par exemple une entreprise d'imprimerie, par exemple, donc je ne vois pas pourquoi je dois être devant, moi, j'ai que d'imprimerie. Enfin, ils pensent encore à l'ancien temps où on ne marketait que son produit. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les gens ont envie de savoir pourquoi est-ce qu'ils viendraient chez vous plutôt que chez vos concurrents. Et ça, c'est votre vision, vos valeurs et ce que vous incarnez qui va les emmener chez vous. Et donc, si vous vous contentez justement à marketer l'imprimerie, souvent je donne les exemples très clairs des followers, par exemple, si on parle de Richard Branson sur Twitter, et puis on prend le groupe Virgin, il a 50 fois plus de followers qui le suivent sur Twitter que le groupe Virgin. Alors, donc, pourquoi? Parce que la personne, il incarne, c'est du relationship. Aujourd'hui, on parle de relation. Fait. Et c'est très important aussi, comme tu parlais de trust, ce que Google justement commence à reconnaître. Le trust, ça se fait entre individus. Donc, je ne vois pas la dernière fois où j'étais allée avoir confiance en un bâtiment. C'est les gens qui sont dedans. J'ai confiance par rapport à ceux qui sont dedans, ceux qui sont en train de driver, en fait, je vais faire un peu de franglais, qui sont en train de driver donc cette entreprise. On a confiance aux gens qui sont dans la boîte. C'est pas la boîte en elle-même, en fait. Donc, c'est très important de comprendre que le trust factor, c'est entre individus et c'est pour ça que le personal branding est comme Alexandre, tu dis, on n'a pas besoin d'être un canon de beauté et ce n'est pas non plus histoire de poster des selfies, mais c'est justement incarner votre vision, incarner votre valeur, où on va, pourquoi on fait ce qu'on fait et l'impact qu'on a en fait. Ça, c'est très, très important en fait. Moi, je suis assez d'accord. Tu vois, même par exemple, avec mes clients, régulièrement, tu vois, j'essaie de les secouer par rapport à ça, en fait. Parce qu'il y a certains qui s'en sortent très bien au niveau de leur business, mais en fait, leur site web, tu n'as aucune, par exemple, page équipe. Et au bout d'un moment, mais t'as envie de dire, mais voilà, on veut quand même savoir ce qu'il y a derrière, en fait. Et encore une fois, c'est pas une question de s'exposer pour s'exposer, parce que moi, par exemple, je m'en fiche, je fais pas de selfie sur mon téléphone, je m'en fous, quoi. C'est pas. Mais simplement, je sais que si jamais le fait de ne pas justement incarner son activité, c'est des choses qui peuvent. J'aurais pas mis tous les éléments positifs de mon côté pour justement faire émerger l'entreprise. Et je pense que tu vois, avec mes clients, c'est ce que je leur dis régulièrement. En fait, je leur dis voilà, il y en a certains effectivement que j'arrive à convaincre, par exemple, de vraiment passer faire de la vidéo. Et en plus, je suis d'autant plus confortable avec ça que moi, ça m'a pris des années avant de commencer à faire des vidéos. Donc, les points et les mauvaises excuses qu'on se trouve tous pour pas faire de telle chose ou telle chose, je les connais parce que même moi, je les ai utilisés pendant très longtemps. Moi aussi, je les connais, mais de rien, figure-toi. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, des fois, j'ai tendance un peu à secouer le cocotier, mais je pense que c'est important parce que finalement, c'est ce qui peut. Alors, ça garantit pas une réussite à 100%. Néanmoins, c'est un élément supplémentaire qui peut permettre justement, à une entreprise de se développer, en fait. Non, tout à fait. Ouais, ok. Tout à fait. Et donc, alors, continuons à cette présentation. Alors, un point effectivement sur lequel j'aimerais un peu insister, c'est que pour moi, le branding, c'est pas réservé aux grandes entreprises. Ça, c'est quelque chose que j'entends souvent, notamment avec les startups, qui disent voilà, moi j'ai pas de budget, etc. C'est impossible de faire du branding. Je pense que
par exemple, le personal branding, typiquement, c'est quelque chose qui est absolument accessible, en fait. C'est vous qui allez justement, eh bien, incarner votre activité, incarner votre business, incarner votre service. Et ça, clairement, eh bien, c'est des choses qui sont accessibles, en fait. Là, c'est le moment où je vais peut-être un peu être désagréable, mais aujourd'hui, on a tous les moyens justement de pouvoir s'enregistrer avec son téléphone. La plupart du temps, on a des webcams également sur nos ordinateurs, etc., etc. Et par conséquent, c'est pas un problème technique en fait. C'est vraiment justement la capacité à le faire. Et ça, à mon sens, c'est pas une question de moyens en fait. C'est vraiment une question de sortir potentiellement de sa zone de confort. Et ça, pour le coup, ça peut être vraiment challenging. Ouais. Ouais, tout à fait. Mais il faut y aller. Il faut ben voilà, il faut peut-être pratiquer 2, 3 fois sur sa caméra et puis, mais en fait, il faut y aller parce qu'en fait, c'est le message qui compte. Il y a beaucoup de gens qui me disent ça très clairement. Soit ils n'aiment pas sa voix, soit ils n'aiment pas se voir, etc. On a toutes sortes d'excuses en fait pourquoi on n'aime pas se voir, on veut pas communiquer ou on a peur d'être jugé. En fait, je présente toutes tes excuses là que j'entends souvent, mais en fait, c'est le message. Il faut penser au message que vous avez à faire passer et c'est ça le plus important en fait. Et les gens ont envie de vous voir, les gens doivent vous voir aujourd'hui. On est à l'heure du relationship, les gens ont envie de voir à qui ils s'adressent, à qui ils donnent leur argent et ça c'est très important en fait de communiquer directement à votre public. Vous voyez, il y a beaucoup de gens, de leaders aujourd'hui qui s'adressent directement à leur public. Hein. Donc, si vous ne le faites pas, ben, vous laissez beaucoup d'opportunités sur la table, en fait. Ben, c'est vrai, je suis d'accord. D'autant plus que tu vois, parfois, moi, je me souviens, même moi, hein, plutôt que de parler des autres, je me souviens, par exemple, au départ, je voulais que tout soit parfait, entre guillemets. Mais ça, après, c'est vrai que c'est une grande leçon d'entrepreneuriat. C'est le deuil du perfectionnisme. C'est au bout d'un moment, il faut arrêter de se dire que tout va être parfait. Par exemple, moi, là, on fait un live. J'ai aucun doute sur le fait que, bah, potentiellement, je vais dire des conneries, quoi. C'est évident qu'à un moment donné, tu vois, il y aura un truc, ma langue va fourcher, il y aura un problème quelque part. Mais forcément, tu vois, au bout d'un moment, bah, quand tu fais des choses, eh ben, il faut accepter le fait que tout ne sera pas parfait. Et puis c'est comme ça, et puis c'est même peut-être tant mieux. Parce que je pense que finalement, ça peut permettre aussi, bah, justement, bah, d'appuyer sur le fait que c'est authentique, le fait que, bah, voilà, c'est quelqu'un qui fait quelque chose. Et c'est, bah, je sais pas, je pense que moi, j'aime mieux faire quelque chose qui n'est pas parfait plutôt que de le fantasmer dans un fond intérieur en me disant que, bah, un jour, ça sera peut-être bien, mais aujourd'hui, c'est pas le cas, donc je le fais pas, quoi. Donc, il faut aller de l'avant, quoi. Bon. Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord. Il faut, dès qu'on a quelque chose à communiquer, il faut le faire, même si ce n'est pas parfait, faire. Et puis ensuite, ça va avancer et puis refine, en fait, affiner. Au fur et à mesure, parce que ça, c'est très, très clairement le côté perfectionniste de certaines personnes qui se disent oui, non, mais j'attends que d'être parfait, etc. On n'est jamais parfait. Ça veut dire, ça s'appelle être humain. Donc, voilà, être humain, on est tous humains. On essaie de faire du mieux possible et de partager même ce qu'on fait. Moi non plus, je suis pas parfaite. Tout ce que je fais, c'est pas parfait. Mais au moins, je sais que j'ai des connaissances, j'ai une plateforme et donc, je partage les connaissances que j'ai. Et donc, ça va aider des gens à un certain stage de leur entreprise. Voilà. Donc, c'est ça, en fait. C'est de ne pas se dire, de ne pas se mettre non plus trop de pression à se dire, oui, mais je ne connais pas tout non plus, parce que ça, c'est une autre excuse, je ne connais pas tout. Mais oui, mais vous connaissez peut-être quelque chose qui peut peut-être aider certaines personnes. Et puis ça, c'est important de le partager, en fait. Exactement, ouais. Alors, pour revenir sur la présentation, alors l'autre slide, hein, qui est un slide hyper simple, hein, mais pour moi, c'est un peu ma définition et mon orientation au niveau de la manière dont je vois le branding. C'est que pour moi, finalement, le branding, c'est vraiment quelque chose qui est d'ordre de l'infusion, en fait, infusion ou du thé. À savoir, finalement, on fait pas, disons, une après-midi de branding et c'est réglé, quoi. Je pense que le branding, ça doit s'infuser sur tout ce qu'on fait, sur ses communications, sur la manière, sur le ton, sur la manière dont on aborde ses clients, sur le type de service, bref, c'est partout, sans arrêt, tout le temps, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, le branding. Et j'aime bien, voilà, justement, le fait de dire que ça doit, c'est pour ça que les valeurs sont aussi des points qui sont vraiment importants, c'est que c'est exactement comme les valeurs, finalement, bah, c'est tout le temps, sans arrêt, etc. Et donc, le branding, ça doit être tout le temps, sans arrêt, et y penser régulièrement, même tout le temps, pour faire en sorte que, eh bien, on arrive à créer une image de marque qui soit intéressante.
Mhm. Alors, moi maintenant, je vais vous présenter effectivement comment ça se matérialise le branding. Alors effectivement, donc moi j'ai créé une agence qui s'appelle Tweno. Et donc, bah, j'ai fait vraiment usage de branding et de personal branding pour faire en sorte bah, que ma petite agence réussisse à grandir au fil du temps. Donc, le premier levier que j'ai utilisé, c'est clairement mon blog. Effectivement, je pense que alors le blog, ça a plein d'intérêts, plein d'avantages, etc., notamment au niveau du SEO. Et d'ailleurs, quand on revient sous la notion de EAT, dont je parlais tout à l'heure, Expertise, Authority, Trust, un blog, c'est absolument parfait pour ça, en fait. Parce que justement, par exemple, moi, je fais du SEO, eh bien, c'était important de présenter, vulgariser aux gens qui ne connaissent pas forcément le SEO, eh bien, comment ça fonctionne. Et s'ils souhaitent essayer d'améliorer leur site eux-mêmes, eh bien, qu'ils puissent le faire. Donc moi, personnellement, ça s'est matérialisé par aujourd'hui une centaine d'articles sur mon blog avec des contenus qui font entre 5000 et 25 000 mots, donc des choses extrêmement denses, extrêmement creusées, justement pour pouvoir essayer d'aider plus que personne une audience qui serait potentiellement intéressée par ce domaine d'expertise qui est le SEO. Waouh, 25 000 mots, ça fait pratiquement un demi-livre, là. Ouais, mais il faut mettre le paquet, en fait. Parce qu'en fait, alors, c'est vrai que ça fait toujours un peu peur quand je dis 5 000, 25 000, parce qu'en fait, tout dépend du secteur dans lequel on est. Par exemple, si on est dans un secteur qui n'est pas du tout concurrentiel, bah, ça sert à rien de faire des articles aussi longs, en fait. Ça sert à rien. Non, c'est utile. Si jamais c'est vraiment utile pour le visiteur, il faut le faire. Néanmoins, il y a des secteurs où voilà, ça nécessite pas forcément beaucoup d'explications. Après, moi, je suis dans un secteur qui est quand même ultra compétitif. C'est très difficile d'émerger en SEO. Et donc, bien évidemment, si je fais un article de 500 mots, il y a pratiquement, c'est sûr que mon article, mon contenu ne remontera jamais sur le moteur de recherche, en fait. Donc, surtout quand on est au début, en fait. Si j'avais un site web qui datait de 20 ans et que j'avais une autorité de site qui était immense, bon, quand on fait des contenus plus courts, disons, et un peu moins quali, on peut avoir des chances de bien ranker. Moi, dans la mesure où c'était un nouveau site, une nouvelle marque, nouvelle entreprise, il faut absolument que je mette le paquet pour justement essayer de me distinguer par le côté qualitatif, en fait. Tu recommanderais donc en fait le temps où les gens faisaient des 200 à 500 mots par article, c'est révolu ou c'est encore pertinent dans certains domaines en fait? En fait, la vraie bonne question pour moi, alors, il y a plusieurs manières de répondre, mais en fait, en gros, ça dépend du secteur. C'est pour ça que en moyenne, et c'est pour ça que je parle d'une moyenne, en moyenne, pour être promis dans Google, il faut 1800 mots sur un contenu. C'est une moyenne, ça veut dire qu'il y a des secteurs où il faut beaucoup moins, d'autres secteurs où il faut beaucoup plus. Par exemple, en SEO, clairement, il en faut beaucoup plus parce que sinon, c'est pratiquement aucune chance. Après, le nombre de mots, en fait, c'est pas tant le sujet à mon sens. Le vrai sujet, c'est est-ce que le contenu qu'on va créer est vraiment utile et vraiment qualitatif pour les visiteurs. Ça devrait être vraiment ça, le vrai focus, en fait. Parce qu'il y a des gens qui font des articles qui font, je sais pas moi, 1000 mots et qui écrivent beaucoup mieux et c'est beaucoup plus clair que d'autres personnes qui en font 15 000, par exemple. Donc, l'idée, c'est vraiment essayer de faire quelque chose qui soit précis, détaillé, compréhensible, potentiellement vulgarisé et ça, pour le coup, quelque chose qui soit le plus utile et efficace pour les visiteurs, en fait. C'est avant tout ça qui est important. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, une personne qui est sur Google, il cherche désespérément des réponses à ces questions. Et c'est vrai que plus on apporte une réponse qui est claire, nette et précise, mieux c'est, en fait. Et donc, ça peut être un contenu court comme long en fonction de la problématique. D'accord. Donc, voilà. Autre manière de faire du branding, en tout cas la manière dont je l'ai abordé moi, c'est donc YouTube. Je crois énormément dans la vidéo parce que, alors, c'est pas parce que moi j'ai pas une croyance absolue, mais quand on regarde les chiffres, globalement, c'est extrêmement porteur. Et par conséquent, c'est le deuxième moteur de recherche, j'imagine, de toute façon. Après Google, on va directement sur YouTube pour rechercher les infos. Exactement, exactement. Donc c'est absolument crucial. C'est un moteur de recherche de vidéos. Donc ça fonctionne. Il y a des problématiques de SEO également avec YouTube. Donc c'est quelque chose qui est absolument important de développer. Et moi j'ai vraiment essayé justement de mettre le paquet dessus, justement en faisant encore une fois un peu de storytelling, en racontant mon histoire depuis le départ, notamment au début de l'entrepreneuriat, comment j'ai mis en place tout ça avec Tweno.
Et puis la création de mes premiers articles, création de mes images. Bref, j'essaie d'être le plus transparent possible par rapport à ça. Donc voilà, après, moi, pour le moment, ça n'a pas vraiment décollé énormément. Ma chaîne YouTube, je suis à moins de 200, je crois que je vais être à 180 abonnés pour le moment. Donc bon, j'aimerais bien que ça décolle un peu plus. Mais bon, après, on en a discuté tout à l'heure un peu en off, Francine. C'est vrai que je pense que pour la vidéo, en fait, pour faire les choses bien, eh bien, il faut y passer beaucoup de temps, notamment au niveau des retouches, au niveau de ce genre de choses. Et c'est vrai que là, pour le moment, je n'ai pas forcément le budget à allouer à ce genre de poste, mais peut-être que dans l'avenir, j'aimerais en tout cas essayer de faire les choses beaucoup mieux à ce niveau-là. Ouais. Ouais. Et puis, on parlait aussi du fait qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup le live aussi. C'était aussi l'une des solutions pour parer à cette perfection, justement, qu'on a tendance à faire quand on pré-record des vidéos, en fait. Comme on fait actuellement, je n'ai pas besoin d'éditer après, tout est live. Donc voilà, tout le contenu passe directement et c'est aussi une façon aussi d'interagir avec les gens qui ont un beau ROI par rapport à des pre-recorded vidéos, en fait. Ouais, tout à fait. Alors, autre moyen de faire du branding que moi j'ai utilisé, c'est effectivement au niveau des visuels. Effectivement, alors moi, par exemple, les visuels, au départ, c'était pas du tout ma formation, je suis pas du tout un infographiste ou un créateur de contenu visuel, mais c'est vrai que forcément, quand j'ai commencé, moi, c'était avec sans budget, ou pratiquement sans budget. Par conséquent, forcément, il faut se relever les manches et faire les choses. Et donc, j'ai fait mes visuels. Et donc, aujourd'hui encore, l'ensemble des visuels qui sont présents sur mon site, c'est moi qui les fais. Donc, ça me prend quand même du temps, mais l'avantage de ça, c'est que ça me permet justement de créer mon univers graphique avec des couleurs, avec mon style, avec ma manière de communiquer qui m'est propre. Et c'est vrai que même d'un point de vue aussi moteur de recherche, l'important c'est vraiment de créer du contenu unique. Et c'est vrai que moi, par exemple, je passe une bonne partie de ma vie, entre guillemets, sur le web. Et donc, c'est vrai que quand je vois des images qui viennent des banques d'images, Shutterstock, etc., ou Pixabay, des choses gratuites, objectivement, en fait, je me dis, bon, c'est bien, c'est mieux que rien, en fait. Mais ça serait quand même mieux de créer potentiellement ses propres images quand on a la possibilité de le faire, en fait. Parce que c'est un élément supplémentaire, encore une fois, qui participe au branding. Et j'y crois, et ça, c'est vraiment un puissance visuelle. Tu n'es pas graphique, mais comment tu as réussi à te former, donc à créer de si beaux graphiques? Tu sais, en fait, je pense qu'aujourd'hui, on a assez peu, tous autant qu'on est, des excuses par rapport à ça, parce que à partir du moment où on veut se former, justement, on lance YouTube et en fait, on regarde comment est-ce que ça marche, en fait. Oui. C'est un peu expéditif dit comme ça, mais je pense que moi, j'avais une phrase qui était encore plus expéditive avant. Je disais, on n'a plus le droit d'être con. Et c'est vrai que aujourd'hui, la littérature. On n'a plus le droit d'être con. C'est vrai, non, mais quand tu regardes aujourd'hui, à partir du moment où on a Internet, un téléphone ou quoi que ce soit, c'est vrai qu'on peut se former à pratiquement tout, en fait. Après, c'est plus ou moins facile, je veux bien le comprendre, mais moi, il y a vraiment eu cet aspect, justement, très, très autodidacte dans ce que j'ai pu faire. Et puis, en plus, moi, j'ai la chance avec donc Mariana, ma compagne, elle a des très, très bonnes notions avec Illustrator aussi. Donc, c'est elle qui m'a montré des choses également. Donc, il y a eu un peu ces deux-là. Mais moi, par exemple, mes premières images que j'ai fait, je les ai faites sur Google Slide. Donc, tu vois, un outil qui n'a absolument rien à voir avec les Illustrator, etc. Mais je suis monté petit à petit, entre guillemets, en gamme. Et tu sais, quand tu as un outil, forcément, il y a un moment donné, ça te pose des problèmes techniques et tu te dis, bon, ça, je suis limité techniquement. Par conséquent, je vais monter en puissance sur un outil, sur un autre outil. Et puis, comme ça, on apprend au fil du temps, en fait. D'accord. Mais non, mais c'est super. Ouais. Ils sont très jolis, les graphiques. Hein. Merci. Alors, autre levier que j'ai utilisé, bien évidemment, c'est les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. Alors, j'étais beaucoup plus présent sur LinkedIn il y a quelques semaines de ça. Maintenant, c'est nettement moins le cas parce que il faut se rendre à l'évidence, j'ai vraiment beaucoup moins de temps également à y allouer, malheureusement d'ailleurs. Mais c'est vrai que LinkedIn, pour moi, c'était un vrai bon levier parce qu'il faut se rendre à l'évidence. Moi, quand j'ai commencé, j'étais absolument inconnu au bataillon. Donc, globalement, quand on n'a pas une autorité, encore une fois, ou une réputation qui est énorme,
eh bien, LinkedIn, c'est un vrai bon levier, justement, eh bien, pour pouvoir commencer à créer une audience, créer du contenu, proposer, justement, eh bien, son histoire. Et c'est pour ça qu'avant, je publiais beaucoup, hein, pratiquement une fois, 5 jours par semaine. Maintenant, je suis à 1 à 2 fois par semaine, donc voilà, ça a vraiment diminué. Mais voilà, c'est vraiment encore un levier qui est assez intéressant pour justement parler de son entreprise, parler de son histoire et surtout en fait aussi pour décomplexer les gens qui vont se dire oui mais mon histoire c'est mon histoire, j'ai pas envie de forcément de m'exposer. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous racontez votre histoire, et forcément, par exemple, d'entrepreneurs, forcément, il y a d'autres personnes qui n'ont pas eu forcément encore le courage ou l'envie de vraiment, qui se préparent à se lancer également. Ils se disent, tiens, ça c'est intéressant parce que cette personne-là, finalement, l'a fait. Comment est-ce que son expérience se passe? Et donc, voilà, il y a un vrai partage par rapport à ça. Et LinkedIn est une très, très bonne plateforme pour ça. Ouais, non, mais tout à fait. Je recommande souvent aux gens, quand ils me disent qu'ils n'ont pas trop le temps non plus pour consacrer aux réseaux sociaux, je dis, choisissez la bonne plateforme sur laquelle on est. Très clairement, quand on est professionnel, il faut être sur LinkedIn. Et ensuite, la fréquence. Donc, par rapport à son emploi du temps, à tout ce qu'on a à faire, il faut choisir la bonne fréquence. 1 à 2 fois sur LinkedIn, c'est déjà pas mal, en fait, par semaine. Ouais. C'est déjà pas mal pour cultiver déjà une certaine audience et puis faire voir son contenu. Quand on a évidemment beaucoup de temps, on passe beaucoup plus de temps. Et puis, quand on commence à avoir moins de temps parce qu'on commence à avoir plus de clients et plus de charges dans son travail, eh ben, on peut ajuster également la fréquence. Donc, il ne s'agit pas non plus de complètement disparaître, mais d'ajuster aussi le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux pour justement continuer à travailler sa visibilité, en fait. Exactement. Moi, je pense que c'est vraiment une très bonne plateforme pour ça. Ça permet de toucher plein de gens. Tu vois, par exemple, c'est vrai que moi, j'étais très présent, notamment alors, au tout début, parce que voilà, j'avais pas du tout de clients. Donc, ça veut dire que voilà, j'ai investi ce temps pour faire le branding de mon site, faire des articles et également être sur LinkedIn. Et puis finalement, moi, ça m'a permis aussi d'apprendre au fil du temps sur les typologies de contenu qui peuvent être amenées à fonctionner ou pas, et ce genre de choses en fait. Donc, c'est vraiment un bon outil. Et d'ailleurs, tu vois, je pense que toi, ça doit être pareil. D'ailleurs, quand on a été invité aux Impériales, donc à la conférence au Maroc, c'est des gens qui m'ont trouvé depuis LinkedIn, en fait. Et voilà, ouais, tout à fait, oui, parce que c'est ça. Ouais. Et voilà, donc c'est comme, oui, tout à l'heure on en parlait, et c'est vrai que sans ça, on n'est pas visible. Aujourd'hui, c'est très clair en fait. Sans contenu, on n'est pas visible. Donc, pour être trouvé, il faut avoir du contenu et du contenu de qualité. Donc, au bon endroit aussi, évidemment. Donc, il y a 3 facteurs. 1, être trouvable. 2, être unique. Et puis 3, donc vraiment se trouver sur la bonne plateforme, quoi. Avoir du contenu de qualité. Exactement. Tu vois, moi, j'ai certains de mes potes qui me disent que c'est même plus LinkedIn, c'est Alexandre Dean. Donc, tu vois, en gros, ils voient sans arrêt, ils voyaient sans arrêt mes posts qui pop-up dans tous les sens. Et en fait, alors maintenant, c'est un peu moins le cas. Mais effectivement, je pense que c'est quand même, c'est important, en fait, de justement développer ce côté personal branding également, d'incarner son activité. Et puis voilà. Par exemple, tout à l'heure, on parlait aussi des visuels. Là, j'ai pris un panel des communications que j'ai pu faire parmi d'autres, tant d'autres. Et tu vois, par exemple, là, d'un point de vue visuel, même si les gens ne lisent pas forcément mes contenus, eh bien, si jamais le visuel est avec un code couleur particulier, avec un style particulier, eh bien, même s'ils n'ont pas lu, eh bien, le contenu à un moment donné est passé à travers leurs yeux, et donc c'est un petit reminder, quoi. C'est un petit rappel que j'existe en fait. Voilà, ouais, tout à fait, parce que le branding est très important. C'est comme ça qu'on reconnaît justement, comme les grands logos qu'on reconnaît tout de suite, les M de McDonald's ou bien des Starbucks. En fait, il y a un visuel qu'on reconnaît tout de suite. Donc, c'est très important de travailler également le visuel, comme je l'explique dans le pilier number 5. Control your image. Écoute, là, je vais même accentuer la chose. Donc, pour moi, effectivement, il y a vraiment il y a une sorte de basculement en fait qui s'est effectué. Alors, je pourrais pas le dater exactement parce que c'est pas mon expertise et voilà. Mais je pense qu'il y a vraiment une sorte de changement de paradigme qui est vraiment en train de s'effectuer avec
un branding auparavant qui était quand même beaucoup plus corporate et classique avec des grands groupes, etc. Et donc, à mon sens, aujourd'hui, on est plus orienté sur du personal branding, justement parce que, eh bien, c'est des hommes qui s'adressent à d'autres hommes. Et donc, eh ben, au niveau de la confiance, c'est beaucoup plus fiable. Et donc, voilà, on a envie de rencontrer des personnes, plutôt que de rencontrer une entreprise, en fait. Et c'est vrai que moi, avec LinkedIn, je me suis beaucoup servi de LinkedIn. Alors, pour justement essayer d'accentuer sur ces aspects personal branding, d'où la casquette, justement, effectivement, pour essayer d'être un peu plus visible ou de me différencier. Alors, peut-être que c'est une fausse bonne idée. En tout cas, moi, ça me correspond bien parce que c'est la casquette de Forrest Gump. Donc, ça colle avec de toute façon, grâce à la casquette, on en parle. Alors, si tu n'avais pas la casquette, peut-être que tu serais moins remarquable. Donc, ouais. Mais tu vois, en plus, si j'avais un signe distinctif, tu vois, par exemple, si j'étais une sorte de bombe atomique ou je ne sais quoi, bon, tu vois, potentiellement, les gens pourraient venir me voir. Mais bon, voilà, un grand avec des lunettes, on va dire qu'il y en a un peu à foison. Donc, bon, voilà, cette casquette est là pour le moment. C'est un levier comme un autre pour essayer de se différencier un peu, ouais. Et le symbole sur le t-shirt, ça symbolise quoi en fait? Alors, sur le t-shirt ici, ça, c'est le logo de mon agence, en fait. Oui, c'est quoi le Alors, symbolique de le, le symbole, alors, bon, si tu me poses la question, d'ailleurs, ça prouve que c'est pas forcément très clair. C'est qu'en fait, c'était une petite plante, initialement. Ok. Donc, ouais. Mais là, je suis en train de repenser, effectivement, là, même au niveau, tu vois, par exemple, au niveau de mon logo. Donc, c'est une entreprise qui s'appelle Tweno. Et en fait, des fois, les gens m'appellent et me disent, ton entreprise s'appelle Twen. Et en fait, il y a vraiment, il faut que je refonde mon logo. Ouais. Il y a peut-être, ouais. Okay. Mais en fait, là où c'est un peu tendu, c'est qu'en fait, ma compagne Mariana m'a aidé sur peu de choses, mais là-dessus, par contre, celle qui m'a aidé au niveau du logo. Et donc, bon, je vais essayer de pas avoir de conflits diplomatiques au sein de mon couple liés à ce logo, en fait. Ah bah super, ouais. Voilà, donc ça on en a un peu parlé effectivement tout à l'heure. Hein. Le personal branding, c'est aussi mettre en avant ses propres valeurs, ses propres. Voilà, lorsqu'on a, il y a quelque chose qui fait sens pour la personne, eh bien effectivement, je pense que c'est un bon levier pour en parler, pour le présenter. En fait, souvent, ce que j'ai le sentiment, c'est que lorsque les grands groupes parlent de leurs valeurs, moi je trouve ça toujours chiant en fait. Je trouve c'est toujours un peu bateau, tu vois, c'est un truc. Tu vois, c'est un peu genre humaniste, etc. Bon, pourquoi pas, hein, c'est des valeurs qui sont importantes. Mais je trouve que c'est jamais vraiment très bien matérialisé. Et je pense que quand c'est une personne, justement, encore une fois, qui l'incarne, eh bien, ces valeurs-là, finalement, elles infusent, encore une fois, l'entreprise et la communication, en fait. Ouais. En fait, ce que je pense que tu veux dire aussi avec les grands groupes, c'est tellement détaché. Il manque ce personal touch des valeurs, en fait. C'est un peu vide, c'est un peu abstrait. Et je pense qu'il y a beaucoup de corporates maintenant qui sont en train de retravailler donc, et de recommuniquer de façon beaucoup plus concrète ces valeurs pour que ceux qui ont envie de travailler dans cette entreprise comprennent vraiment ce que ça veut dire, comment on incarne les valeurs au quotidien en fait. Parce qu'il ne s'agit plus d'avoir des valeurs ou des mission statements qui sont tellement abstraites qu'on ne sait même pas ce que ça veut dire, mais qu'on puisse savoir au jour le jour comment est-ce qu'on incarne ces valeurs dans notre entreprise, dans notre travail, à tous les niveaux en fait de l'entreprise. Donc, c'est très important ça. Ouais. Alors, autre chose, donc j'ai un peu parlé tout à l'heure, effectivement, c'est au niveau de le storytelling, en fait. Je pense que c'est important de raconter une histoire. Et moi, justement, ce que j'essaie de faire depuis le début également, c'est que parfois, j'ai l'impression que sur LinkedIn, les gens présentent simplement quand c'est des pop stars ou c'est des rock stars où ils arrivent à réussir un truc mémorable. Et donc, ils retiennent potentiellement que le positif. Moi, ce que j'aime bien faire sur LinkedIn, c'est d'ailleurs un peu contre-intuitif, mais c'est de dire quand je me suis planté. Et en fait, c'est tellement peu dit que finalement, c'est un moyen aussi de se différencier qui est assez énorme. Alors après, l'idée, c'est pas de s'auto-flageller et à chaque fois qu'on se plante, on est heureux, mais faire en sorte justement d'essayer d'être transparent par rapport à son expérience, dire voilà, quand on fait des choses, eh bien, il y a des choses qu'on réussit, il y a des choses qu'on échoue, et la plupart du temps, d'ailleurs, on échoue plus de choses qu'on réussit. Hein. Mais bref, et je pense que c'est important justement d'essayer d'en parler. Et moi, bien évidemment. Pour en parler, justement, j'aimerais bien savoir comment tu sélectionnes ceux qu'il faut, les échecs ou les plantages qu'il faut exposer. En fait, je me mets assez peu de limites. En fait, c'est
par exemple, moi, lorsque je fais mes posts sur LinkedIn, c'est simplement en fait depuis mon téléphone, tu vois, j'ai une application Notes et en fait, les soirs avant de me coucher, par exemple, je me dis, tiens, j'ai une idée là-dessus, je réfléchis comment essayer de le tourner, etc. Mais en fait, je m'interdis rien en fait par rapport à mon contenu, même quitte à mettre potentiellement, par exemple, un peu à risque. Hein. Tu vois, par exemple, lorsque j'ai démarré avec Tweno, mon entreprise, pour qu'elle commence à avoir 1000 visiteurs sur mon site, ça m'a pris 5 mois. Ce qui est pas du tout ridicule, hein, je tiens à le préciser pour les gens qui font pas de SEO, mais tu vois, c'est quelque chose où potentiellement, il y a peut-être d'autres personnes qui auraient simplement décidé de dire, voilà, j'ai commencé mon entreprise et bim, en une semaine, j'ai commencé à avoir 1000 visiteurs. Et tu vois, c'est pas forcément des choses qui sont, parfois dans mes communications, ça me dessert, entre guillemets, mais je pense que ça permet aussi en même temps de créer un vrai lien de confiance pour se dire, bon, lui, finalement, il bullshit pas, en fait, tu vois, il dit pas, parce que il faut se rendre à l'évidence, en fait, je pense que le web souffre énormément de personnes qui disent n'importe quoi, en fait, notamment sur YouTube, avec, oui, moi, j'ai réussi à devenir millionnaire en 3 jours, moi, j'ai réussi avec une boutique Shopify et 3 pubs, à lever mon million. Et en fait, tu as envie de dire, mais vous craquez complètement, en fait. Et moi, je peux le dire parce que j'ai cette expérience et j'ai ce retour. Mais des personnes qui n'ont jamais monté de site et qui lisent ou qui regardent ce genre de contenu, ils vont se dire, mais comment ça se fait que ça fonctionne pas? Moi, justement, j'essaie de prendre le contre-pied pour leur dire, bon, voilà, moi, c'est la manière dont je pratique et ça prend du temps, c'est du travail, c'est de la régularité, etc., etc. Et à terme, ça commence à avoir des résultats. Et donc voilà. Ouais, non, j'en parlais d'ailleurs avec un de mes mentors et puis quelqu'un qui est aux États-Unis qui est derrière, qui a été derrière de grands lancements de livres qui ont fait pratiquement un demi-million en fait en 33 jours. Et justement, ce qu'il disait, c'était dans mon podcast il y a, je crois, 2 épisodes avant celui-là, l'épisode, je sais plus quelle heure, 58 ou 57. En fait, il y a beaucoup, effectivement, comment dire, de background qu'il y a derrière un lancement pour qu'il soit réussi, en fait. Et il y a une tonne de choses que justement ces gens sur YouTube ne parlent pas de ce qu'ils ont dû faire pour en arriver là et ils vous présentent juste les résultats qui paraissent tellement mirobolants que tu te dis mais comment ça se fait que moi j'y arrive pas? En fait, il y a énormément de choses que les gens ne révèlent pas, énormément de partenariats, des choses qui ne peut-être n'ont même pas réussi à générer le revenu qu'ils prétendaient avoir, etc. Il y a tout un tas de choses. On présente juste un aspect donc qui est accrocheur, quoi. Un petit headline accrocheur pour pouvoir éventuellement se faire beaucoup de pubs. Mais il y a énormément de travail à faire pour en arriver là, surtout sur le web, surtout actuellement. Et c'est la consistance. Il faut aller petit à petit, ne pas chercher à avoir le gros lot. On n'est pas la loterie ici. C'est vraiment y aller petit à petit et c'est pour ça moi j'aime bien t'avoir sur ce live parce que vraiment là tu nous présentes vraiment les méthodes petit à petit, comment tu es arrivé et ça c'est tellement rafraîchissant sur le web où on a des trucs tellement out of this world et puis tout le monde cherche justement à avoir ce genre de chiffres et moi déjà avec l'une des sociétés que j'ai accompagnées les 2 dernières années là, on a lancé un programme de recrutement de façon organique en y allant pas à pas, quoi, et en allant chercher les choses une à une. Ça ne s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Il y a eu beaucoup de travail derrière, de recherche. Et ça, les gens ne savent pas ce qu'il y a comme préparation, en fait, derrière. Ce de fantastique, d'amazing, de results qu'ils voient, mais c'est beaucoup de travail, beaucoup de sueur, et ça, il faut en parler, et je crois que tu as tout à fait raison. Ouais, tout à fait. Tu sais, moi, par exemple, là, il y a c'est la semaine dernière, il y a 2 semaines, je sais plus, j'ai atteint mes 10 000 visiteurs par mois sur le site de mon agence. Et clairement, j'aurais pu faire quelque chose d'un peu, de dire, voilà, c'était simple, etc. Donc, je le dis de manière claire, nette et précise. Monter une agence SEO
la développer sans budget, en partant de rien, j'ai travaillé mais comme une sorte de grande mule. Et il faut se rendre à l'évidence. D'ailleurs, c'est pour ça je suis à fond dessus. Je travaille énormément pour pouvoir réussir à avoir ces résultats. Et c'est énormément de rigueur, clairement. Mais c'est vrai que c'est pas du tout. Moi, en fait, je trouve ça pas du tout. C'est pas du tout commercial de dire comme ça ou glamour, tu vois. Mais pour moi, par exemple, quand je vois mes clients, l'une des premières choses que je leur dis, écoutez, le SEO, ça permet d'obtenir des résultats qui sont absolument fabuleux. Par contre, c'est un travail qui est absolument colossal, en fait. Donc, ça va pas se faire en 5 minutes. Il va falloir y aller avec méthode et on obtiendra des résultats. Mais voilà, il faut avancer petit à petit et ça va fonctionner, en fait. Et moi, justement, en fait, plutôt que de le dire, j'ai vraiment, encore une fois, essayé de l'incarner avec cette histoire de storytelling pour présenter, en fait, au fil du temps, mes résultats. Et c'est vrai que, par exemple, tu vois, là, au cours des dernières semaines, en une semaine de temps, j'ai fait, par exemple, plus 1000 visiteurs sur mon site. Alors, c'est sûr que quelqu'un qui arrive et qui ne me connaît pas, il va se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et donc, lui, il accélère drôlement. Mais en fait, ça, c'est simplement la résultante, sachant que mon site n'a pas du tout changé. Il n'y a rien qui a changé de la semaine à l'autre. Hein. Il n'y a pas eu un article en plus, rien n'a changé. Néanmoins, en fait, c'est toujours pareil avec le SEO. C'est que dans un premier temps, il n'y a pas grand-chose qui se passe parce que ça prend du temps avant de commencer justement à alimenter la machine. Mais une fois que la machine est partie, et bien là, on commence à avoir des résultats qui sont extrêmement importants grâce à l'inbound marketing, en fait. Donc, là, je regarde aussi les commentaires. Là. Valérie qui dit LinkedIn peut être chronophage. Ça, c'est vrai. Ouais. Comment tu arrives éventuellement à limiter le temps que tu passes sur LinkedIn? Ouais. En fait, alors, ce qui est un peu terrible, c'est que c'est vrai que au tout début, je passais beaucoup de temps sur LinkedIn. Alors, les tout débuts, plutôt, je postais, il n'y avait rien qui se passait. Donc, j'avais aucun commentaire, etc., etc. Donc ça, bon, c'est toujours les débuts. Et en fait, après, ça a commencé un peu à décoller pour moi à partir du moment où j'ai commencé à vraiment interagir. Donc, voilà, réussir à trouver des gens qui sont vraiment, qui participent et donc qui sont vraiment à même de justement de commenter, etc. Et surtout de passer du temps à commenter des personnes, des autres personnes. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est social. Donc, si on poste et qu'on attend que tout se passe tranquillement parce que soi-disant notre poste il est le meilleur au monde, ça fonctionne pas en fait. C'est aussi la capacité à donner énormément de son temps pour les autres. Donc c'est vrai que moi j'ai passé beaucoup de temps, notamment au début, à le faire. Maintenant c'est vrai que dans la mesure où j'ai j'ai beaucoup moins de temps, je passe un peu moins de temps à le faire également. Donc c'est vrai que je consomme en fait de moins en moins de contenu d'autrui en fait. Je le faisais beaucoup au début. Ouais. Mais maintenant en fait, je me concentre sur la création de mon propre contenu pour essayer justement de gagner du temps en fait. Je pense aussi que peut-être pour que ce soit moins chronophage, il faut pouvoir aussi avoir une stratégie de contenu, que j'en parle souvent quand je fais d'autres workshops, une stratégie de contenu de façon à ce que vous créez votre programme, votre contenu une semaine à l'avance, de façon à ce que vous sachiez en fait ce que vous voulez poster et puis limiter, je crois qu'on peut se limiter, donc se dire, voilà, il ne faut pas que je passe plus de 30 minutes par jour, peut-être sur LinkedIn ou par 1 heure par rapport à justement où est-ce que vous êtes dans votre phase de développement. Donc, il faut avoir un timing maximum à passer sur LinkedIn ou sur n'importe quelle autre plateforme parce que ça peut être chronophage, toutes les autres chronophages, parce qu'on peut cliquer ici, tiens, cette personne est en train de faire un live ou cette personne a publié ce truc, je vais aussi aller regarder et du coup, on se retrouve après plus de 2 heures toujours sur LinkedIn à regarder plein de commentaires. En fait, il faut avoir, je pense, une certaine discipline, à se donner une limite peut-être maximum et quitte à mettre un timer pour se dire pip, 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 ma session LinkedIn est terminée. Et puis, bon, voilà, et puis peut-être trouver, je pense, les plages horaires qui sont le mieux pour vous pour commenter. Par exemple, très clairement, le matin, si vous avez du travail, c'est pas la peine d'aller sur LinkedIn pour commenter et passer le plus clair de votre temps sur LinkedIn. Peut-être que vous aménagez une petite place
plage horaire à 19h ou quelque chose comme ça, 30 minutes pour répondre aux comments, aller voir ce que les autres font pour continuer à être social, en fait. Il faut vraiment trouver le timing qui marche pour vous, qui ne vous détracte pas, en fait, de vos activités principales, en fait. Ouais, tout à fait. Après, c'est que moi, tu vois, perso, par exemple, la planification, alors effectivement, hein, c'est des choses que j'ai en tête depuis très longtemps, mais c'est quelque chose que je ne fais absolument pas du tout aujourd'hui, en fait. Tu vois, je suis plutôt, j'ai envie de parler de tel sujet, bon bah voilà quoi, j'en parle, je fais un visuel vite fait sur Illustrator et bim, c'est parti quoi. C'est vrai que et c'est pas forcément du tout optimisé pour ça, c'est pas forcément une bonne chose, mais c'est vrai que j'essaie quand même d'avoir aussi un peu tu vois, de pas forcément tout scheduler à la minute près au niveau de l'organisation. Parce qu'en fait, je me dis que bon, réussir justement à garder ce côté un peu authentique, quand tout est planifié, j'ai l'impression que ça perd peut-être un peu en fait à ce niveau-là. Donc bon, après clairement, moi j'ai aussi il faut aussi clairement que je m'améliore à ce niveau-là parce que je suis pas, ma gestion de mon temps avec LinkedIn n'est pas parfait non plus. Hein. Ouais, non, mais ce que moi j'ai vu justement en faisant beaucoup de gestion de contenu stratégie, clairement à un client où en fait on fait des content strategy ou des content calendar en fait d'un mois à l'avance, c'est qu'en fait au contraire, on a l'impression que ça enlève la spontanéité, mais en fait, on planifie du contenu qui de toute façon va passer, mais ça ne nous empêche pas aussi d'avoir des moments de pleine latitude où on peut aussi rentrer en conversation sur des hashtags qui sont en train de trender, je ne sais pas comment on dit ça en français. Ouais. Ou bien, voilà, on crée du contenu maintenant parce qu'on est inspiré, il se passe quelque chose. Mais je pense que avoir une stratégie de contenu ou un content calendar, surtout pour ceux qui trouvent qu'ils passent trop de temps sur des plateformes, ça peut déjà aider. Le dimanche, par exemple, on peut déjà commencer à faire par semaine un petit topo de qu'est-ce qu'on voudrait peut-être, comment dire, diffuser cette semaine. Si on diffuse hebdomadairement, ou bien on peut se dire 4 contents qu'on peut, sur lesquels on va communiquer pendant ce mois. Donc, on a ça déjà à l'avance. Donc, ça permet de prendre un peu de recul, de ne pas se dire, ouh là 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 là, j'ai rien, là, aujourd'hui, j'ai surtout pas d'idée. Donc, ça permet de se relaxer, en fait, moi, j'ai trouvé, par rapport au content calendar, de le faire à l'avance. Ouais. Écoute, alors, où est-ce que j'en étais, au niveau de la présentation? Je vais continuer la présentation dans ce cas-là. Alors, moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est que là, donc, on a parlé de branding / de personal branding. Et bon, moi, je suis avant tout un SEO, donc j'aime bien voir mesurer les résultats de tout ça, et parce que justement, il y a des outils pour pouvoir voir l'impact sur les chiffres. Et notamment, il y a deux outils qui sont importants, c'est Google Search Console et Google Analytics. Donc là, la première chose que je montre ici, c'est une copie d'écran finalement de Google Search Console, où on voit finalement que les gens tapent le nom de mon entreprise pour tomber directement sur mon agence. Et ça, donc, Tweno, c'est un terme qui veut au départ absolument rien dire. Donc vraiment, quand ils cherchent cette information-là, eh bien, il y a de fortes chances effectivement qu'ils tombent, qu'ils vont tomber sur moi en fait. Donc là, pour moi, ça c'est une matérialisation concrète des gens qui ont tapé, qui ont fait une recherche dans Google et qui ont donc fait le souhait d'aboutir sur mon site web, donc Tweno. Donc ça, c'est un point, à mon sens en tout cas, qui est une démonstration, entre guillemets, que le branding porte ses fruits. Voilà. Même chose, alors j'en ai un peu parlé tout à l'heure, hein, au niveau de mon prénom-nom, même principe, il y a des gens qui tapent Alexandre Marotel, et donc il y en a certains qui viennent directement donc, sur le site de Tweno pour pouvoir avoir des informations sur moi. Donc ça, c'est une autre manière de montrer que le personal branding permet également d'apporter du trafic, des flux de trafic sur son site. Donc voilà, ça c'est aussi l'une des manières donc, de montrer mes chiffres, parce que moi j'aime bien être transparent depuis le départ sur les chiffres que j'ai obtenus que j'obtiens avec mon site d'agence Tweno. En fait, ce que j'ai essayé de faire depuis le départ, c'est que dans la mesure où je suis une agence de SEO, je voulais avoir des résultats SEO avec mon agence. C'est quelque chose qui paraît très banal, très évident, ça paraît du bon sens,
Mais en fait, ça l'est pas forcément. Donc voilà, moi j'ai vraiment essayé de démontrer par l'exemple de mon expertise en obtenant de l'attraction avec mon propre site. Donc là, on voit sur les extraits de Google Analytics que justement le contenu créé, les images, le branding, le personal branding, le SEO, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est plein de choses mis bout à bout, bien sûr. Il n'y a pas un élément qui va faire que ton SEO va exploser. C'est vraiment plein de choses, c'est une sorte d'éléments global qui vont faire que ton site va progresser ou pas. Et donc voilà, c'est les chiffres que j'ai obtenus avec mon propre site. Donc tu vois là, sur 180 jours, on a eu une belle progression. J'étais à 2K il y a 180 jours. Aujourd'hui, je suis à 10 000 personnes par mois sur mon site. Donc, c'est globalement plutôt une belle progression. Ouais. Avec ici le split au niveau des comment est-ce que les gens arrivent sur mon site. Et tu vois, l'organical search, donc les gens qui viennent depuis le moteur de recherche et qui aboutissent sur mon site Tweno, qui cliquent sur mon site Tweno, c'est 83% de mon trafic en fait. Donc, globalement, ça permet entre guillemets d'alimenter mon moulin en disant que le SEO, ça fonctionne et que ça permet d'obtenir des résultats et c'est extrêmement puissant en fait. D'accord. Ça, c'est une autre façon de le dire également avec Google Search Console. Donc une progression globale. C'est exactement la même chose que ici, sauf que c'est une autre manière de le voir. Avec mon site est de plus en plus présent dans des bonnes positions du moteur de recherche. Donc j'ai de plus en plus de vues, j'ai de plus en plus de gens qui cliquent, de plus en plus de gens qui consultent mon contenu. Et donc voilà, c'est une campagne SEO finalement qui apporte réellement ses fruits de manière concrète ici. Donc voilà. Alors dernier point, je vais pas faire une conclusion. Je voulais parler d'inbound marketing parce qu'effectivement, j'en ai pas parlé jusqu'à présent. Et en fait, je pense que c'est un point qui est quand même important. Moi, il faut se rendre en évidence. En fait, quand j'ai commencé avec mon agence, j'ai vraiment fait en sorte justement de mettre le paquet sur l'inbound marketing. L'inbound marketing, c'est vraiment la capacité des gens à me contacter. Donc moi, je fais pas du tout de prospection ou de contacter les gens, prendre le téléphone, etc. pour appeler. Je suis extrêmement mauvais. Je suis une catastrophe intersidérale. Donc voilà, moi, les gens me contactent aujourd'hui. Et c'est vrai que le SEO, l'inbound marketing, la création de contenu, ça a permis justement au petit à petit d'attirer mes premiers clients. Et c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai la chance d'être dans une situation où les gens me contactent en fait. Donc, tu vois, c'est des gens que je connais pas forcément ou des gens qui me recommandent sur LinkedIn ou ailleurs d'ailleurs, ou des gens qui ont découvert mon contenu, par exemple des articles de blog. Ils se disent tiens, ça c'est un article qui est intéressant, il m'a bien aidé, j'ai besoin de SEO, bim, je vais le contacter. Et c'est vrai que c'est une stratégie qui est quand même ultra intéressante et je suis content que dès maintenant, entre guillemets, parce que c'est plutôt sur l'inbound marketing, c'est plutôt sur du moyen long terme. Ouais. Je suis content que là maintenant, voilà, ça commence à vraiment apporter ses fruits de plus en plus avec mon site. Donc je suis content que ça fonctionne par rapport à ça. Ouais, voilà. Il y a un commentaire de Florent Kiken qui dit « C'est vrai, quelqu'un qui me montre ses propres résultats de manière authentique m'intéresse beaucoup plus. » Donc, oui, sois encouragé, Alexandre. Ouais, mais en fait, Florent, il a raison parce qu'en fait, il faut se rendre à l'évidence, dans le SEO, c'est un domaine qui est ultra opaque. Alors moi, je ne vais pas me fâcher avec les SEO, pas du tout. Je fais partie de cette industrie-là. Mais c'est vrai que des personnes qui vont vraiment essayer d'être transparents par rapport à ce qu'ils font, franchement, il y en a pratiquement pas en fait. Alors que moi, j'essaye de faire les choses dans les règles, donc notamment en respectant, d'un point de vue white hat, en respectant les règles de Google. Ce qui veut dire aussi que mes résultats prennent plus de temps à arriver plutôt que les gens qui ne respectent pas les règles. Par contre, c'est vrai que j'ai aucun risque de pénalité par la suite. Et c'est quand même beaucoup plus confortable pour moi de présenter mes propres chiffres. Et c'est vrai que là, en fait, c'est une histoire aussi qui est une histoire à hauteur d'homme. Là, tu vois, là, c'est quelqu'un qui a monté sa boîte. Moi, je suis quelqu'un qui a monté sa boîte, qui a commencé sans budget. J'ai commencé avec mon petit site, etc. Créé du contenu, a commencé à avoir mes premiers résultats. Et c'est vrai que voilà, j'espère que ça va peut-être encourager des personnes qui ont envie de monter leur entreprise et qui se disent que c'est difficile. Moi, à aucun moment, je dirais que c'est facile. Par contre, clairement, il faut mettre carte sur table. Moi, j'ai un peu mordu la poussière, même beaucoup mordu la poussière au début. Là, maintenant, ça va mieux. Mais voilà, clairement, les départs sont quand même très compliqués. Mais voilà, à force de travail, d'envie et de motivation, il y a possibilité d'avoir des résultats. Et donc, pour moi, c'est important de
de les présenter de manière transparente. Ouais, non, mais c'est super. Et puis Pascal Duc également qui dit, oui, c'est très appréciable de connaître les échecs et les erreurs des autres. Donc, je pense qu'effectivement, donc, cette présentation, donc, sans langue de bois, hein, a pu vous montrer justement comment on peut utiliser donc le SEO et le personal branding pour développer sa boîte, le faire de façon petit à petit, mais sûrement en fait. Tu veux donc conclure avec comment on peut te trouver, Alexandre? Tes coordonnées? Oui, bien sûr. En fait, pour me trouver, c'est assez simple. Hein. On peut me contacter via LinkedIn, on peut me contacter via mon site directement. Hein. Il y a mon numéro de téléphone un peu partout sur le web d'ailleurs. Ouais. Donc bon, vous pouvez m'appeler. Ça peut être aussi par email. Moi, j'essaye de répondre de la manière la plus rapide possible hein, aux gens qui me sollicitent. Et en tout cas, c'est vrai que ça me fait de plus en plus plaisir de recevoir des emails de personnes qui me disent voilà, je suis ce que tu fais, je regarde ton contenu, ça m'a bien aidé. Ce que je veux dire par là, c'est que certes, moi je suis une entreprise, donc il y a forcément un côté marchand dans ce que je fais, mais si à côté de ça, il y a des personnes avec qui j'ai jamais conclu de contrat, mais que mon contenu a permis de vraiment aider et de faire des sites et d'avoir de l'attraction, et j'en suis extrêmement satisfait également. Donc je pense que le web aujourd'hui et même une entreprise aujourd'hui, faut pas hésiter vraiment à essayer d'aider les personnes et essayer voilà d'apporter sa petite contribution. Hein. Après bon voilà, moi je fais du SEO, donc je présente mes informations SEO, mais je pense que c'est effectivement quelque chose d'important de donner sans vouloir absolument recevoir quoi que ce soit en retour. Je suis pas forcément dans une logique de don contre don classique. Je pense que voilà, si ça aide quelqu'un, c'est la fameuse phrase que j'adore, c'est tout ce qui n'est pas donné est perdu. Donc voilà, je m'ancre dans cette logique absolument, même si peut-être que certaines personnes très capitalistes me diraient que c'est une sorte de folie absolue, mais c'est pas grave, j'assume. Eh ben écoute, Alexandre, je te remercie énormément donc pour avoir justement partagé donc ton expertise, ton expérience et vraiment cet échange très très fructueux et tout ce que tu as fait donc pour monter ta boîte et je te souhaite vraiment beaucoup de succès dans tout ce que tu fais. Merci. Et donc pour tous ceux qui nous ont rejoints, donc c'était donc le live stream aujourd'hui donc avec notre thématique du SEO et comment utiliser le SEO et le personal branding. Et donc, je vous ai présenté au début ma méthode, Yannick, les 7 piliers que vous pouvez retrouver donc dans mon livre, Personal Branding in the Digital Age en anglais. Mais comme je dis, c'est dans un anglais accessible qui est très bon pour peaufiner donc son anglais donc en cette période-là. Donc, Personal Branding in the Digital Age, How to Become a Non-Expert, Thrive and Make a Difference in a Connected World, donc que vous pouvez retrouver donc sur Amazon, iTunes, Audible, en paperbook, ebook et puis en audiobook. Et puis donc pour les slides, pour les ressources donc qu'on a mentionnées dans ce live, donc pour le personal branding, vous pouvez donc aller sur le website pour avoir aussi les bonus qui viennent avec le livre. Donc, il y a tout un tas de ressources, en fait, que vous pouvez accéder en allant directement sur le site du livre, personalbrandingindedigitalage.com. Et ensuite, le playbook, il y a un playbook donc, qui accompagne donc, le personal branding, qui est donc une liste de choses que vous pouvez donc commencer à réfléchir pour votre personal branding. Donc, vous allez à francinebelay.com/playbook. Et puis, donc, pour connecter avec Alexandre, vous allez sur son site, tueno.com. Et puis, donc, voilà, si vous voulez aller plus loin pour avoir une conversation donc, sur votre personal branding, le personal branding, comment vous pouvez l'utiliser dans votre carrière ou dans votre business, donc, vous pouvez aussi donc, me contacter sur mon website, francinebelay.com.
Skype/call. Donc voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Donc une session un peu longue et puis donc j'ai tendance à papoter, hein. C'est pas de ta faute, Francine, c'est moi. Hein. Ben écoute, c'était plein de valeur ajoutée, donc on te pardonne de toute façon. Plein de grosses de pépites donc que tu as partagé avec nous, Alexandre. Donc rendez-vous. Ça a duré combien de temps la dernière fois avec Emmanuel Pétiot? Ça a duré combien de temps? Je crois que ça a duré 1 heure à peu près, 1 heure. Là, on est à parce qu'elle peut avoir la chat aussi, Emmanuel. Hein, ouais. Elle a été un peu plus brève. Mais là, on a eu plus de toute façon, il vaut mieux plus que pas assez. Voilà, le replay donc sera available, disponible directement quand on aura fini cette session, dans quelques minutes. Et puis donc je mettrai les liens donc dans le comment et puis vous pouvez donc partager surtout cette vidéo avec les personnes qui ont besoin de comprendre le SEO, le personal branding et comment ça se fait. Donc très clairement partager cette vidéo, liker et puis donc revenez donc je fais donc ma LinkedIn Live le jeudi en anglais et lundi en français. Donc aujourd'hui, c'est donc lundi en français et je vais commencer également à expérimenter avec de nouveaux horaires pour jeudi. Donc jeudi, je serai live à 7h p.m. London time, ça fait 8h p.m. Paris time et 6h p.m. GMT. Et voilà, donc ça sera en anglais. Donc j'expérimente un peu pour savoir à quel moment. Hein, on a parlé tout à l'heure de l'expérimentation, Alexandre. Hein, à quel moment le public se trouve en ligne. Voilà, donc pour tous ceux qui nous ont rejoints, merci beaucoup donc d'être restés avec nous. Et puis donc vous pouvez regarder le replay. Et puis comme je disais, donc partager donc avec vos amis. Donc voilà, Alexandre, merci encore. Merci à toi, Francine, et puis merci aussi à Florent, à Pascal et à Valérie pour les questions. Et il y en a plein d'autres. Hein. Il y a plein d'autres qui ont commenté. Il y a Frédéric, il y a Charlie, il y a voilà. Donc j'ai pas regardé tout parce que des fois c'est un peu difficile de voir les questions live parce qu'elles arrivent un peu en décalé. Donc c'est toujours difficile de voir les questions live. Mais bon, si vous avez posé une question qu'on n'a pas répondu, on va y répondre donc dans les comments. Donc voilà. Allez, Alexandre, à très bientôt. Ouais, salut, au revoir à tous. Allez, ciao, bye.